tous, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir choisi l'atelier Terre Innovia. Alors aujourd'hui, avec nos invités, nous allons parler de souveraineté protéique. Alors la souveraineté protéique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est faire en sorte que nos cultures soient plus compétitives avec plus de protéines végétales pour sécuriser le revenu de nos producteurs, pour limiter notre dépendance aux importations, tout ça dans un contexte de changement climatique qui oblige nos agriculteurs et nos éleveurs à adapter leurs pratiques. Alors des produits made in France, une agriculture durable et respectueuse de l'environnement, des produits de qualité et traçables. Tout ça, ça semble faire rêver et c'est pourtant un cercle vertueux qui semble en marche avec le lancement du plan protéines 2030. C'est bien ce que nous allons voir avec nos invités, à commencer par Gilles Robillard, président de Terre Innovia, David Gouache, directeur adjoint de Terre Innovia, Anne-Charlotte Doguès, responsable du département métiers d'éleveur, transfert, impact et société à l'Institut de l'élevage à l'IDEL. Tous les trois, vous nous expliquerez en quoi le plan protéines va nous permettre d'accroître notre autonomie et notre souveraineté protéique. Pierre-Marie Aubert, bonjour. Vous êtes coordinateur à l'Institut de développement durable des relations internationales. Vous travaillez en particulier sur les interactions entre développement agricole, sécurité alimentaire et biodiversité. Et tout à l'heure, vous nous expliquerez pourquoi et comment il est indispensable d'aller au-delà de ce plan protéines. Alors, David Gouache, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de stratégie pour les protéines végétales. Des plans de protéines, il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'ils ont tous fonctionné ? Je pense que ceux qui sont dans le monde agricole depuis plus longtemps que moi ont tous tendance à dire « Ah, encore un plan protéines, ça fait, je ne sais même plus combien il y en a eu, et on n'a toujours pas bien avancé ». Quand on regarde ça, je pense que c'est important de se rappeler d'un plan protéines, en fait le premier. Pourquoi le premier ? En fait, Christiane Lambert, ici même ce matin, a fait l'explication en rappelant l'émergence de la filière oléagineux, en fait. Le premier plan protéines qui a rehaussé le niveau de souveraineté protéique de la France, c'est celui qui a donné naissance à la filière oléagineux telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il a eu ceci de particulier, ce plan, donc outre un certain nombre de conjonctions politiques et techniques qui étaient celles de l'époque et qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, il avait cette particularité qui était qu'il a permis à cette filière-là d'atteindre un niveau d'investissement qui était caractérisé par un point de non-retour. On a investi suffisamment dans des usines de transformation, dans des filières amont aussi en termes d'amélioration variétale, etc., tels que les soubresauts et les aléas du contexte des décennies suivantes et ne pouvaient pas faire revenir en arrière. On a ancré le système sur les oléagineux et c'est ce qu'à contrario, aucun des plans protéines qui n'a suivi n'a jamais permis de faire. Alors justement, des investissements importants, c'est justement le cas de ce plan protéines 2030 ? Oui, donc quand on a été consulté, donc à la fois l'Institut technique et surtout l'interprofession avec qui on a travaillé pour aider les pouvoirs publics à concevoir un plan protéines, en fait c'est sur ce recul historique qu'on a basé la réflexion en disant il ne faut pas juste faire un soutien à la production au travers de la PAC ou autre, par exemple. Ça fait partie des aspects, et là encore ça a été évoqué largement dans la presse ces derniers jours. Il faut aussi donner les conditions à ce que les filières s'ancrent dans nos territoires et qu'on atteigne un point de non-retour. Donc en fait, c'est pour ça que dans le plan général, dans la répartition des moyens qu'il y a dans ce plan, et c'est ce qu'on voit à l'écran, en fait, il y a, et c'est ce dont on va parler plus en détail ensuite, 20 millions d'euros qui ont été dédiés, on va dire, à de l'investissement immatériel, à de l'investissement intellectuel sur la connaissance des cultures pour lever un certain nombre de verrous qu'on va évoquer. Mais il y a aussi eu énormément d'enveloppes d'investissement sur l'amont chez les semenciers, sur la production pour les producteurs et dans l'appareil industriel des filières. Et notre conviction, c'était de dire qu'on ne peut pas y arriver si on ne met pas tout ça en marche d'un seul coup pour amorcer le système et atteindre ce point de non-retour. Donc maintenant on est dedans, il faut qu'on fasse le boulot.
Alors justement, ce point de non-retour, il a débuté avec un engagement fort. C'est la signature d'une charte d'engagement entre l'État et les filières que vous, Gilles Robillard, vous avez signée. Pourquoi une telle charte était nécessaire? Alors, c'était la première fois, je pense que David l'a rappelé, des plans protéines, on en a connu, mais on a connu surtout des belles promesses. Jusque-là, c'était, allez-y, faites des protéines en France, faut des protéines en France, faut des protéines en Europe, on peut plus importer du soja. Enfin voilà, on avait ce discours qui était de dire, allez-y les filières, mettez-vous en ordre de marche, faites-nous de la protéine. Sauf que dans les faits, finalement, c'est pas totalement possible comme ça. Et David le rappelait à juste titre, sur la construction de la filière oléagineuse, on est dans le même cadre. Aujourd'hui, cette charte, en fait, marque vraiment le début. Marque un engagement de l'État, un engagement fort, financier, on le voit avec les chiffres. Et ça permet finalement, pour la filière, pour l'Institut technique, de se dire, voilà, maintenant on a des objectifs clairs, chiffrés, fixes, à nous de mettre, avec les moyens qui nous sont alloués, à nous de mettre les moyens en face. Mais pour autant, le sujet de l'autonomie protéique, de la souveraineté protéique, c'est un sujet qui est travaillé depuis de nombreuses années par la filière, non? Alors oui, je crois que la filière, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la filière des huiles et protéines végétales, c'est vraiment un enjeu qui a toujours été au centre des préoccupations, tout simplement parce que la filière a toujours cherché à créer des débouchés, à créer des filières pour essayer de valoriser les productions des agriculteurs. On peut faire des productions en masse, si derrière on n'a pas le débouché, on n'en tirera rien. Et je pense qu'on a toujours été, et pour être un peu plus filière que vraiment institut technique, on a toujours cherché de l'amont à l'aval de trouver les solutions, qu'elles soient techniques par le centre technique, donc agronomique, ou qu'elle soit sur la création de filières de débouchés. Et on pourrait prendre l'exemple qu'on a eu sur le colza et le tournesol, sur ces créations de filières-là. On le voit, on a été, je pourrais prendre l'usine du Mériot par exemple en colza, une usine qui a vraiment été créée finalement au centre des zones de production pour essayer justement de rapprocher les producteurs, de créer vraiment de la valeur ajoutée pour les producteurs. Donc oui, ça a vraiment toujours été au cœur des enjeux de filière. Mais pour autant, ce plan protéines est vraiment innovant. Alors, Gilles Robillard, vous pouvez nous dire concrètement en quoi c'est une étape marquante? Alors, c'est une étape marquante parce que, bon, déjà, on a l'aspect financier qui est là, on a cet engagement de l'État qui est maintenant écrit, et ça, c'est important. Mais c'est surtout dans la répartition. On ne travaille pas en silo, on ne travaille plus en silo, on est vraiment sur la filière de l'amont à l'aval. Donc David parlait du volet développement, recherche et innovation et transfert des connaissances. Mais on a un volet aussi qui est sur la sélection variétale, puisqu'on a des connaissances acquises et qu'il faut arriver à vulgariser, arriver à déployer sur le terrain. Donc on a tout un soutien financier autour de la sélection variétale. On a eu ces 2-3 enveloppes maintenant sur le soutien aux exploitations agricoles. Donc justement pour pouvoir permettre aux agriculteurs d'accepter le risque, ou plutôt de s'équiper pour se lancer dans des productions de protéines, alors que ce soit à l'échelle production de graines, mais aussi pour les éleveurs. Je pense qu'il y a eu un soutien aussi de ce côté-là, et ça permet, puisque si on fait sur l'autonomie des élevages en protéines, je pense que c'est important aussi. Il y a un volet qui est très important aussi, qui est sur la création de filières à l'échelle des territoires. Ça, c'est vraiment important, puisque on peut avoir toute la recherche qu'on veut, on peut avoir l'équipement qu'on veut. Si derrière, on ne crée pas les filières, on n'y arrivera pas. Et en créant ces filières territorialisées, on va pouvoir créer une dynamique locale entre finalement une recherche agronomique et des essais qui vont être menés localement et des filières qui vont être valorisées localement. Donc ça, c'est important. Et le dernier point, je crois, qui est essentiel, c'est que finalement, on dit on peut produire, on peut rechercher, on peut créer des filières. Si derrière, on n'a pas le consommateur, ça ne sert à rien. Donc c'est aussi l'enjeu de ce plan, c'est de pouvoir dire, finalement, on a une communication sur la protéine végétale, sur l'intérêt de consommer la protéine végétale. Oui, donc c'est la première fois qu'un plan protéine est aussi complet et va de l'amont à l'aval de façon aussi large. Et il fixe aussi des objectifs chiffrés ambitieux.
Vous pouvez nous en dire plus? Oui, des objectifs chiffrés, mais et vraiment ambitieux, avec comme objectif de multiplier par 2 nos surfaces en légumineuses d'ici 2030, avec un objectif de plus 40% dans les 3 ans, tout en maintenant nos surfaces à 2 millions d'hectares en oléagineux. Voilà, alors, autant les objectifs sont ambitieux, et derrière, il faut faire attention, puisqu'on sait que on a des enjeux climatiques, sociétaux, environnementaux et de moyens de production. Donc, faire attention à bien vouloir développer une partie sans vraiment pénaliser le reste. Très bien. Alors, vous qui dirigez une exploitation, ce plan protéines, c'est vraiment une attente forte des producteurs? Alors, elle va être... je pense que ce soit producteur de graines, on pourrait appeler comme ça, que ce soit nos exploitations céréalières ou exploitations d'élevage, on a une vraie attente et un besoin finalement. Alors pour les exploitations d'élevage, je pense que l'autonomie protéique est importante. Enfin, on le voit avec l'augmentation des matières premières. Je pense que ça fait plus débat dans les exploitations d'élevage aujourd'hui. Je pense que cette aide à l'investissement aussi permettra aux éleveurs d'être moins dépendants finalement des marchés de la protéine. Et quand je dirais aux exploitations céréalières, on voit qu'il y a plusieurs enjeux. Alors, on parle des enjeux climatiques, qui sont quelque part où ces cultures, finalement, vont pouvoir apporter une certaine diversification sur les exploitations. Et on le sait, aujourd'hui, on en a besoin, que ce soit sur la baisse d'intrants, mais on sait aussi que nos légumineuses sont sources d'azote, donc vont rendre nos exploitations un peu plus résilientes et autonomes par rapport aux besoins azotés. Enfin, alors, le contexte est comme ça, il ne durera peut-être pas, on peut l'espérer qu'il ne dure pas comme ça, mais avec un contexte de l'azote qui est aussi élevé, on a aussi besoin de pouvoir, quelque part, créer de l'azote sur nos exploitations, et on répond à cet enjeu-là. Et entre ça, la sécurisation de nos revenus, on sait que la diversification, enfin, on voit nos aléas, nos à-coups climatiques qu'on peut avoir. On a besoin, je dirais, d'avoir une boîte à outils sur nos exploitations qui nous permettent de sécuriser nos revenus. Oui, donc les producteurs en sont convaincus. Et du côté de l'élevage, Anne-Charlotte Dequesse, en quoi également le plan protéines est innovant à l'échelle des éleveurs? Alors, finalement, c'est relativement proche de ce que vient de présenter Gilles Robillard, c'est-à-dire que la grande qualité de ce plan protéines, peut-être la grande innovation par rapport à des plans précédents, c'est sa globalité, c'est-à-dire qu'il va associer à la fois la recherche appliquée, la communication technique dynamique pour faire parvenir à l'ensemble des agriculteurs et des éleveurs les informations dont ils ont besoin, et ce volet très précis de soutien de l'agriculture et des filières qui a été présenté par Gilles Robillard. Et l'idée, c'est vraiment de mettre très très concrètement l'innovation technique au service d'une évolution du modèle agricole et d'essayer d'articuler tous ces éléments-là. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des plans précédents, vous en avez parlé, qui ont bien marché pour le premier, qui était déjà relativement global, peut-être pas suffi à assurer ce qu'on appelle la souveraineté protéique au niveau national ou européen. Mais il y a aussi dans le contexte des événements de motivation collective qui ont changé et qui peuvent peut-être donner une chance à un changement plus fondamental. C'est que au début, l'idée dans les plans précédents, c'était vraiment d'assurer ce qu'on appelle la souveraineté protéique. Là, on cherche aussi à répondre à des enjeux collectifs en termes climatiques, limiter un peu notre impact carbone, notamment par l'importation de soja. Le prix des matières premières, donc ça Gilles Robillard l'a bien évoqué, est très élevé, et donc c'est une motivation peut-être conjoncturelle, mais en tous les cas c'est une motivation supplémentaire pour le changement. Et il y a une motivation, voilà, à la fois on a des enjeux collectifs et des enjeux individuels qui se retrouvent et qui peuvent nous donner une chance de réussir là où on n'a peut-être pas été au bout les fois précédentes. Parfait, merci. Alors pour mener à bien ces stratégies nationales, maintenant qu'on a pu décrire ce plan protéines, alors ce plan protéines comporte un volet très opérationnel qui est de recherche, développement et innovation qu'on appelle CAP Protéines, qui est coordonné par Terrinovia et par l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Alors son objectif, c'est de fournir des références, des méthodes, des outils aux agriculteurs et aux éleveurs. Alors David Gouache, le but, c'est d'accroître la compétitivité de nos cultures, là. Oui, absolument. Alors pour rentrer un petit peu plus en détail,
on sait tous, donc a priori sur le tableau, les cultures oléoprotéagineuses, donc elles répondraient à ces enjeux de souveraineté, elles apportent un certain nombre de bénéfices environnementaux et notamment en termes d'atténuation du changement climatique. Donc logiquement, en fait, on devrait en faire plein et pourtant c'est pas le cas. Donc c'est bien qu'il y a un problème et notamment un problème de compétitivité. Après, quand on dit compétitivité, il faut savoir de quoi on parle parce qu'en fait, notre enjeu, c'est celui d'une double compétitivité. Il y a une compétitivité pour l'agriculteur. Donc ça, c'est un enjeu de compétitivité vis-à-vis des autres cultures. Quand je choisis de faire une culture, comme disait l'autre, choisir c'est renoncer, c'est que je choisis de ne pas faire les autres dans mon assolement ou d'en faire moins. Et du coup, là, il faut être clair, sur nos cultures, on a un déficit comparé de compétitivité vis-à-vis des grandes cultures que sont les céréales à paille et le maïs. C'est finalement fondamentalement assez simple quand on le regarde. Vous faites un maïs, une céréale, vous avez quand même peu de chances de vous planter dans les grandes largeurs et d'avoir une culture qui, in fine, n'est pas rentable. À la fois parce qu'elle est plus productive et aussi parce que c'est plus stable, moins soumise aux aléas, on a beaucoup plus de résistance au cortège de tous les agresseurs. Un colza, certains protéagineux, même quelqu'un de très bon et très technique peut se prendre des gamelles. Donc ça, c'est la compétitivité comparée des cultures entre elles, qui est un premier enjeu. Et ensuite, il y a le deuxième enjeu, qui est la compétitivité par rapport à la même culture venue d'ailleurs. Donc là, pour le coup, on est en plein dans le sujet de souveraineté très directement. Notre soja par rapport au soja des Amériques, nos légumes secs ou nos protéagineux par rapport à ceux du Canada, et j'en passe, enfin on pourrait faire la liste jusqu'au bout, mais on a bien à adresser en fait ce double sujet de compétitivité et on va essayer d'adresser ça modestement dans Cap Protéines en ayant à l'esprit que c'est un plan sur 2 ans et en se rappelant qu'on avait milité pour un engagement de l'État sur 5 ans initialement, mais que les 2 années sont liées au contexte plan de relance. Donc qui s'arrête en décembre 2022. Voilà, exactement. Donc du coup, on a été dans une logique de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans 2 ans pour finalement amorcer, démarrer cette logique de compétitivité, et les choix qu'on a fait de sujets qu'on traite, ils ont été vraiment construits à partir de cette double compétitivité à chaque fois. Donc c'est un double enjeu, Cap Protéines, ce double enjeu de compétitivité. Alors, quand on compare nos cultures justement riches en protéines avec les mêmes cultures produites ailleurs dans le monde, comme vous venez de le dire, quels sont les verrous à lever ? Comment on peut lever ces verrous ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des verrous. Donc, en gros, on l'a assez simplement structuré finalement en étapes et en maillons de la filière. En fait, ce que vous voyez listé là, c'est 3 des projets structurants qui composent le programme Cap Protéines. Il y en a 5 projets. Il y en a total. 5 en tout, donc un dont Anne-Charlotte parlera beaucoup plus, et un dernier, effectivement, qui concerne plus des aspects de coordination, mais sur le plan vraiment technique sur les cultures oléopro. En gros, on a l'enjeu amélioration génétique, on a l'enjeu production en tant que tel, et puis on a l'enjeu transformation, avec sur chacune des choses qu'on peut faire, et notamment tout simplement ce que je disais, cette capacité à augmenter finalement la performance de l'acte de production, donc faire en sorte qu'on ait à la fois plus de rendement et plus de stabilité dans la performance au travers, pour commencer en tout cas, le premier élément, ça va être le potentiel de la culture. Et le potentiel de la culture, c'est la génétique. Donc là, dans cette affaire-là, un de nos verrous clés, en tout cas, c'est qu'on est, pour les cultures de légumineuses en particulier, sur des espèces qui, biologiquement, ont toutes les tares du point de vue de la sélection variétale, en fait. Ce sont des grosses graines qui ont des taux de multiplication faibles et qui sont autogames. Donc, de fait, c'est des graines qui, d'un point de vue du raisonnement économique de court terme, ça justifie assez bien le fait de faire de la graine de ferme. Mais du coup, au moyen-long terme, ça génère ce que certains économistes appelleraient un piège à pauvreté, c'est-à-dire qu'on ne réinvestit pas, il n'y a pas de retour sur investissement pour la filière semence, donc on n'investit pas, donc le potentiel de l'espèce progresse moins vite, donc l'écart se creuse avec notre maïs et notre blé,
Et donc on en fait encore moins et on est dans cette spirale négative. Et donc ça, sans prétendre aller au bout de lever ce verrou-là, notre idée à notre niveau d'institut technique, c'est de contribuer en montrant bien le potentiel de progrès génétique qu'il y a, le progrès génétique qui est réalisé, et en amenant déjà de la communication et du transfert sur les améliorations variétales qui sont là. Et puis après, la partie soutien aux semenciers, on l'a dit, il y avait une enveloppe dédiée pour ça, sur laquelle je ne reviens pas. Alors justement, le verrou variétal, donc on a vu les variétés, c'est vraiment l'une des clés essentielles. Justement, comment on peut lever ce verrou variétal par un travail de recherche, d'accompagnement sur le terrain? Vous pouvez nous en dire plus? Donc la première partie, c'est vraiment un travail finalement de référencement et de communication, même d'évaluation de nouveaux critères parfois. Et après, il y a une deuxième étape qui nous amène finalement, en gros, au deuxième projet, qui est de dire, une fois qu'il y a du potentiel et qu'on sait qu'il est là, encore faut-il qu'il s'exprime dans les exploitations. Et on voit sur nos espèces qu'ensuite, c'est finalement le deuxième verrou. C'est qu'on a beau voir objectivement qu'il y a du progrès génétique, les rendements en ferme progressent moins vite. Là, on rentre dans ce qui a été dit notamment ce matin à l'Assemblée générale de la FOP, des pertes de moyens de production, etc. Donc il faut inventer des nouvelles manières de protéger les cultures, des nouvelles manières de les fertiliser parce qu'on nous retire de fait des moyens de production. Et ensuite, il y a une deuxième logique d'accompagnement plus général que nous, on met en place au travers des systèmes qu'on appelle d'observatoires et de territoires pilotes. Pour l'expliquer assez simplement, moi ce que je dis en général, c'est que la difficulté qu'on a sur les cultures, c'est qu'on a un résultat par an, en fait. Alors, certes par parcelle, on a plusieurs parcelles, donc on a plusieurs résultats, mais à la fin de l'histoire, on a un résultat par an pour être capable de se dire, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Typiquement, par rapport à l'élevage laitier, où vous avez éventuellement 2 résultats par jour, c'est quand même pas la même chose pour piloter et s'améliorer. Donc nous, ce qu'on a mis en place, et ce qu'on met en place culture par culture, alors sur le colza, ça existe déjà, on le déploie dans une démarche qui s'appelle colza robuste, et on est en train de le mettre en place sur toutes les cultures. C'est une approche pour observer la culture avec des indicateurs clés à certains moments, pour que déjà en cours de campagne, on soit capable d'observer et de se voir s'il y a déjà des choses qui vont bien, qui vont pas bien dans ce qu'on a fait pour rentrer dans des cycles d'apprentissage. Parce que le dernier élément à voir, c'est avec aussi peu de résultats par an pour prendre du recul, en plus avec des cultures qui sont souvent nouvelles, qui ont pu être délaissées. Là, le soja, on est bien, on a dépassé les 200 000 hectares, mais il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on était descendu à 15 000. Donc les savoir-faire, ils ont été perdus aussi, et en plus dans un contexte hyper aléatoire sur le plan climatique et donc le plan des moyens des productions, il faut recréer du savoir et le recréer collectivement. Donc c'est pour ça que ces dispositifs, ils sont toujours animés en réseau pour qu'il y ait aussi du partage de connaissances. Et ça, c'est vraiment véritablement le cœur de notre démarche dans le deuxième projet de Cap Protéines. Par une démarche d'amélioration continue alors. Exactement, c'est exactement ça. L'innovation, et c'est aussi la clé pour être plus compétitif que les autres pays. Alors, est-ce que pour rivaliser par exemple avec le soja d'Amérique du Sud, David Gouache, c'est important? C'est également important? C'est également un levier? Oui, donc cet exemple-là, moi je l'aime beaucoup pour illustrer déjà ce qu'on a su faire par le passé et du coup les objectifs qu'on s'est donnés sur le troisième projet, sur la partie aval et transformation. En fait, donc si on revient 15 voire 20 ans en arrière, quand vraiment la filière soja s'était cassé la figure chez nous, à l'exception de quelques bassins historiques, en fait, on est face à un système où la matière riche en protéines de référence, pour l'élevage en général, ça reste, globalement, le soja d'importation. Il ne faut pas se mentir, pour ses performances techniques et économiques. Et en fait, quand on se réfléchissait à l'époque sur c'est quoi les conditions de la relance du soja, on regardait finalement toute la filière et jusqu'à la partie transformation et on se rend compte qu'ailleurs dans le monde, le soja, il est trituré dans des unités de très grande capacité, de très grandes unités de trituration à l'hexane, comme celles qu'on a plutôt sur le colza. Et on se disait, mais vu les tailles de marché par rapport à notre compétitivité, vu les volumes de production en France, en fait, nos usines
ne seront jamais compétitifs comme ça. Il faut inventer un autre modèle de transformation. Plus qualitatif. Alors, qui est plus qualitatif et adapté, en fait, en tout cas, qui a trouvé un créneau, une forme de niche, où, pour le coup, c'est des collègues donc, de l'Institut qui sont basés là où je travaille à Pessac, qui ont étudié un modèle innovant de pression et de chauffage pendant la trituration, qui fait un tourteau qui est d'une qualité légèrement différente, qui n'est pas la même, mais en fait qui a trouvé son créneau en performance technico-économique. Et ce modèle-là, il a été transféré à plusieurs fabricants de presse à l'époque. Et aujourd'hui, vous avez à peu près la moitié de la capacité de trituration en France qui est installée grâce, en fait, finalement, à ce modèle. Donc ça, c'est le passé. Ce que ça nous a appris sur l'avenir, c'est qu'on a sur la plupart de nos graines, colza, tournesol, soja, même certaines choses en protéagineux, des possibilités par de l'innovation technique aussi sur le process, d'aller trouver des créneaux comme ça de filières. Et donc c'est aussi ça qu'on lance, donc on démarre tout un pan de travaux de ce type-là grâce à ce programme également. Et c'est l'excellence française qui est défendue par Cap Protéines alors. On peut le dire. On espère qu'on va être excellent dans les résultats, mais oui, l'idée en tout cas, c'est qu'on a su le faire une fois, donc a priori, c'est ce qui nous a permis de convaincre notamment l'État qu'on peut le refaire. Merci. Anne-Charlotte Docès, du côté de l'élevage, il y a également des verrous opérationnels à faire sauter pour aller vers des systèmes plus agroécologiques. Alors bien sûr, oui. C'est évident que ça va pas être facile, c'est-à-dire qu'il va pas suffire de claquer des doigts pour qu'on arrive à cette fameuse autonomie protéique, alors au niveau des élevages de ruminants ou à cette fameuse souveraineté protéique au niveau national. Bon, si on se donne quelques très très grands chiffres en tête, on importe à peu près 1,5 million tonnes de soja. La moitié, on va dire, est utilisée par les volailles qui n'ont pas énormément d'alternatives au soja et qui vont profiter de ce soja français haut de gamme nouvellement produit. Et les ruminants consomment à peu près l'autre moitié. Alors, ils ont déjà dans les exploitations des niveaux d'autonomie protéique qui ne sont pas négligeables, qui ne sont pas mauvais, autour de 85% pour les élevages à viande, bovin-viande, ovin-viande, autour de 70% pour les élevages laitiers, bovins laitiers, ou ovins laitiers d'ailleurs, mais bovins laitiers. Et les bovins laitiers en grande masse, c'est eux qui comptent, ils consomment un tiers du soja importé. Et c'est pour eux. Puis les caprins sont moins autonomes, mais en fait, si on se situe en grande masse et en termes de souveraineté protéique, certes, ils ont des marges de progrès, mais ça va moins compter sur le bilan global, on va dire, du soja en France. Et donc, c'est sur cette part de consommation de soja importé par les ruminants qu'il faut qu'on progresse. Et qu'il faut qu'on progresse. Et là, c'est là qu'il y a plusieurs leviers. Oui, et c'est là qu'on peut essayer en tout cas de diminuer cette part de soja importé qui est au cœur de cette table ronde. Voilà. Oui, alors il y a plusieurs leviers. Voilà. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne va pas suffire de transformer la consommation de soja importé par du soja et du colza français. On n'a pas, pour toutes les raisons techniques que vient d'exposer David de manière très précise, on ne va pas pouvoir le faire très rapidement et très facilement. Et donc le changement est plus profond. Il faut que les systèmes d'élevage se transforment et notamment, il faut qu'on arrive à mieux valoriser les 13 millions d'hectares d'herbe qu'on a déjà, mais qu'on n'optimise pas. Et si on arrivait à mieux valoriser cette herbe, on peut se dire qu'à peu près, alors c'est un peu en grande masse et un peu simpliste, mais 1 hectare d'herbe produit à peu près autant de protéines qu'un hectare de soja. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et donc mieux valoriser cette richesse finalement que nous avons, c'est un enjeu fondamental. Il faut ensuite améliorer bien sûr l'efficience de la consommation de protéines. C'est un deuxième levier, ça. Deuxième levier tout à fait très important, c'est-à-dire en gros que les animaux aient besoin de consommer moins de protéines pour produire moins de protéines végétales, on va dire, pour produire autant de protéines animales. Il faut adapter les rations. Et donc, il faut adapter les rations, il faut adapter les animaux et il faut adapter les modèles d'élevage. Et donc, on va avoir
à la fois l'optimisation de l'usage de l'herbe et la production de fourrage riche en protéines à l'échelle des exploitations. Donc ça veut dire produire plus de légumineuses. Alors ces légumineuses, elles peuvent être entre guillemets tout simplement en mélange dans les prairies, mais c'est aussi développer dans les élevages eux-mêmes des cultures de protéagineux. Et là, du coup, on se retrouve exactement à ce que disait David, donc avec tous les leviers techniques sur lesquels il faut progresser. Pour augmenter la part d'herbe, il faut aussi optimiser la qualité des fourrages, la qualité de l'herbe récoltée, on va dire, mais aussi, et le changement climatique joue un rôle un petit peu ambigu là-dessus, c'est-à-dire il faut aussi allonger les périodes de pâturage. Plus on va pâturer longtemps, plus l'herbe de qualité, si on l'a bien entretenue, va pouvoir être consommée au fil de l'année. Et le changement climatique nous crée une période de sécheresse plus dure en été, mais peut permettre de produire pas mal d'herbes au printemps, mais aussi en automne, voire en hiver, dans certaines régions. Et donc l'objectif, c'est vraiment de maximiser la part d'herbe que consomment les herbivores. Alors ça paraît naturel de dire ça, mais il faut vraiment réussir à retrouver retrouver ces modes de production et de consommation. Donc voilà en gros les enjeux. Alors, et donc ça c'est vraiment le volet élevage, cap protéines. Pierre-Marie Auvert, je vous vois sourire. Vous voulez réagir Non, simplement appuyer ce que dit Anne-Charlotte. La question de l'autonomie protéique, c'est une question qu'on a posée ici en termes géopolitiques, économiques. Et on l'a posée aussi en termes environnementaux. Il ne faut pas oublier le potentiel de fixation symbiotique des prairies et les transferts de fertilité qu'on peut obtenir en faisant pâturer des ruminants sur les prairies et en récupérant derrière les déjections, surtout sur les élevages laitiers. Voilà, c'est super important aussi. Alors justement, ça c'est vraiment le travail et l'élaboration du volet élevage du programme Cap Protéines. Quel type d'expérimentations sont mis en place ? Alors, on a différents... On a en fait une série très importante d'expérimentations, de la même façon que dans le volet production de culture, on a un volet expérimentation très riche. Dans les modèles d'élevage, on a aussi mis le paquet, on va dire, en 2 ans, pour réussir à produire des références nouvelles, des références qui sont d'une part des essais agronomiques, pour essayer donc de maximiser le potentiel de production de protéines à l'échelle de chacune des exploitations d'élevage, mais on a aussi des essais systèmes à l'échelle de l'ensemble des exploitations et qui cherchent à voir non seulement comment on peut produire de la protéine, mais aussi comment on peut la consommer de la manière la plus efficace possible d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue économique et organisation du travail. Et c'est pour ça qu'on a à la fois des travaux en ferme expérimentale, donc vous le voyez sur la diapo derrière nous, 21 stations expérimentales qui sont engagées pour des essais agronomiques et zootechniques, mais aussi des essais systèmes. On a 19 lycées agricoles. Pour nous, c'était très important d'impliquer des lycées agricoles parce que ça permet aussi d'avoir une activité de démonstration auprès des personnes qui viendront visiter ces essais, mais aussi auprès de l'ensemble des étudiants qui sont les agriculteurs et les éleveurs de demain. Et chose importante à nos yeux également, on a mobilisé dès le début du programme 330 fermes pilotes, alors qui sont des fermes réelles, des fermes d'élevage commercial, on allait dire classiques, mais innovantes, qui ont été choisies parce qu'elles ont déjà de très bonnes performances en matière d'autonomie protéique ou mis en place un certain nombre de pratiques innovantes. Et comme on est confronté à un verrou, on va dire un verrou sociologique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que c'est possible de passer d'un système, là je vais le qualifier très schématiquement, de maïs-soja à un système plus valorisateur d'herbe et moins consommateur de soja. Elles peuvent servir d'exemple. On veut aussi des démonstrations concrètes d'éleveurs qui ont fait le chemin et qui peuvent raconter leurs réussites, leurs difficultés et témoigner du fait que ils ont réussi à mettre en œuvre quelque chose. Et donc, on en a choisi dans toutes les régions d'élevage. Alors, vous voyez les petites bulles, c'est là où il y a pas mal d'élevage. Oui, on voit bien les 330 fermes pilotes sur la carte de droite. Dans toutes les filières, donc dans la carte à droite, entre bovin lait en bleu et les productions de viande qui sont plutôt en bovin viande en rouge. Et
caprins en jaune et ovin lait et ovin viande en vert. Alors justement, sur ces fermes expérimentales, est-ce qu'il y a déjà des exemples concrets que vous pouvez faire valoir ? Alors, dans ces fermes, alors qu'elles soient expérimentales ou pilotes, il y en a certaines qui ont remplacé le maïs par de l'herbe, qui pratiquent du pâturage tournant dynamique, qui optimisent la pousse et la consommation de l'herbe, qui ont aussi mis en place des mélanges de plus en plus complexes dans les prairies qu'elles sèment, qui contiennent plus de légumineuses, qui contiennent aussi des plantes médicaments éventuellement, etc. Et on a vu sur la diapo précédente qu'on a une vraie réaugmentation, après une baisse, de la présence de légumineuses dans les mélanges prairiaux semés. Donc ça, c'est plutôt de bon augure, parce qu'on peut jouer aussi sur cet engouement et essayer de produire davantage de protéines. Elles font aussi ce qu'on appelle des métailles, c'est-à-dire des mélanges céréales légumineuses, soit pâturées, soit récoltées en grains ou en ensilage, et qui peuvent apporter des rations plus riches en protéines. Alors ça, c'est ce que font ces fermes innovantes et qui vont servir d'exemple. Et tout à l'heure, vous avez dit il y a des freins. Il y a des freins à ce changement. C'est des freins essentiellement sociologiques, sociotechniques. Alors, c'est ça, c'est des freins sociotechniques nombreux, dont certains sont de nature sociologique, d'autres sont de nature technique. Alors, les verrous techniques ont été très bien exposés. D'autres peuvent être aussi économiques, c'est-à-dire qu'on a un modèle finalement relativement simple et relativement résistant aux aléas, qui est ce modèle basé sur le maïs complémenté par du soja, qui a un côté très rassurant pour de nombreux éleveurs. Et on veut aller vers un modèle qui est plus complexe, qui est plus technique et qui est aussi un peu plus aléatoire, notamment si on est en système irrigué pour le maïs, ça le sécurise énormément, mais un système qui est donc plus technique, basé sur l'herbe. Et donc on a des craintes liées à ce changement de modèle. Et on a d'ailleurs essayé de mener une étude un peu approfondie pour comprendre les différents freins qui existent, et puis essayer de se donner des idées sur comment est-ce qu'on pourrait les lever. Vous avez quelques résultats à nous communiquer ? On peut éventuellement commencer à partager les résultats. Donc, heureusement, les éleveurs, les techniciens qu'on a rencontrés expriment un certain nombre de motivations. Il n'y a pas que des freins, il y a aussi des leviers, des motivations. Ils sont d'abord fiers et motivés, on va dire, de contribuer à cet enjeu collectif, que l'enjeu soit économique ou environnemental. C'est un objectif que partagent un certain nombre d'éleveurs. Ils veulent aussi, en construisant des nouveaux systèmes, essayer de s'affranchir des aléas, notamment économiques, qu'on connaît en ce moment sur les prix des matières premières. Gagner en autonomie, c'est s'affranchir d'un certain nombre d'aléas. Il y a aussi finalement un objectif de fierté professionnelle, de parvenir à quelque chose qui n'est pas si facile, de diminuer ses coûts si on parvient à être autonome, et puis de s'inscrire dans des cahiers des charges qui vont demander des systèmes. Tout ça va jouer dans le bon sens. Tout ça va dans le bon sens. Puis, à l'inverse, il y a toutes ces inquiétudes techniques liées aux variétés, liées aux incertitudes sur les rendements, liées aux aléas climatiques. Il y a la nécessité aussi de mettre en place une nouvelle organisation, probablement de désintensifier un petit peu. Et donc ça peut être quelque chose qui pose question. C'est-à-dire qu'on va peut-être, pour produire la même chose, avoir un petit peu plus de surface ou devoir produire un petit peu moins sur la même surface. Il y a aussi des freins très, très pragmatiques. On va manquer de surface, manquer de capacité de stockage. Et puis des freins plus sociologiques qui sont liés au fait qu'on va changer l'image qu'on a de soi-même, de son métier. Et certains agriculteurs, certains éleveurs peuvent avoir l'impression que changer de modèle, c'est changer de camp, entre guillemets, et donc il faut se créer une nouvelle identité professionnelle, si on peut dire. Et c'est pas un frein qu'il faut négliger, parce que c'est un vrai changement global. Oui, c'est important. C'est important de prendre ça en considération. Et donc il faudra qu'on sache gérer ces transitions. En fait, on passe pas seulement d'une pratique à une autre, ou d'une culture à une autre, on revoit en profondeur un système technique. Et donc entre le moment où on a un système à l'équilibre aujourd'hui et le système à l'équilibre dans 3, 4, 5 ans qu'on peut voir, il faut assurer la transition. Et ça va être un des enjeux importants que d'accompagner et de sécuriser ces transitions. Donc c'est un des enjeux également de Cap Protéines. Alors on a bien vu ce qu'avait initié le plan protéines et ce qu'avait initié Cap Protéines. Pour autant, peut-on aller plus loin ?
Pierre-Marie Aubert, vous avez publié un rapport, vous faites une analyse prospective du plan de relance pour les protéines végétales. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quels vont être les bénéfices de ce plan de relance pour les exploitations françaises, si vous en trouvez un? Je pense que oui. Non, mais je pense que David et Gilles ont déjà bien exposé, et Charlotte également, hein, les enjeux et les bénéfices potentiels. Je pense qu'il faut bien parler de potentiel. Les obstacles, ils sont nombreux. Les moyens qu'on a mis pour les lever, ils sont conséquents. Moi, de ce qu'on voit à l'IDRI, on pensait en priorité des questions de durabilité environnementale, et on voit très bien que ce plan protéines, s'il réussit son coup, c'est-à-dire de doubler les surfaces de légumineuses à l'horizon 2030, on a une autonomie azote qui augmente considérablement, et avec elle, on réduit toutes les émissions liées à la production des engrais azotés, qui sont quand même considérables. À Barboche, ça coûte cher en énergie. Et puis on réduit toutes les émissions de N2O à la parcelle quand on émet de l'azote minéral, quand on dépend de l'azote minéral. Et je rappelle de ce point de vue-là que le N2O, c'est un gaz à effet de serre qui a le même comportement que le CO2. Et donc il s'accumule dans l'atmosphère et il reste là pour des milliers d'années en fait. Et donc de ce point de vue-là, c'est une problématique qui n'est pas juste un petit peu embêtante, c'est une très grosse problématique environnementale. On a du mal à le comptabiliser dans la comptabilité CNUC, mais c'est un vrai enjeu. Après, Gilles a parlé, et David aussi, de la diversification, de ce que ça peut permettre comme gain de résilience pour les agriculteurs. Tout ça, c'est à prendre en compte, c'est dans l'équation. Et il faut qu'on trouve de toute façon des gains pour l'agriculteur, sinon on n'ira pas. Alors, pour autant, est-ce que c'est suffisant? Donc le petit graphique là qui est sous vos yeux, hein, c'est un graphique qu'on a construit en discussion beaucoup avec pas mal de collègues de Terra Innovia. Et il nous montre quoi? Il nous montre les évolutions 2015-2019, donc rétrospective. Il met en regard le point 2028 qui avait été proposé par Terra Innovia avec le Céréopa dans la prospective qu'ils avaient fait. Et puis en noir, la barre noire, c'est le scénario 2030 qu'on a construit nous sur la base à la fois des objectifs de doublement des surfaces en légumineuses et de la trajectoire indicative bas carbone du ministère de l'Agriculture. Et on voit qu'on est assez raccord avec la trajectoire Terra Innovia. On est un peu plus ambitieux sur le soja. Je pense que là-dessus, ça pose plein de questions techniques. On les néglige pas pour autant. Mais on voit bien qu'à l'horizon 2050, en fait, l'enjeu est quand même très important. Il y a une erreur sur le poids. Je ne sais pas d'où elle vient, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, on a besoin d'augmenter significativement. On doit doubler les surfaces de soja à l'horizon 2030. On les a déjà doublées, hein, les surfaces de légumineuses entre 2012 et 2018, donc c'est carrément faisable. Mais il faut encore les doubler entre 2030 et 2050. Ça laisse 20 ans. C'est pas complètement négligeable, ça laisse du temps. Il y a plein de questions agronomiques qui se posent. Je ne vais pas revenir dessus, hein, David les a bien exposées. Mais en tout cas, par rapport à l'objectif qui est de réduire les surplus azotés à la parcelle et de réduire significativement les émissions du secteur agricole à l'horizon 2050, en fait, c'est une nécessité. On peut, probablement, j'espère, et en tout cas David et Gilles nous montrent qu'il y a plein de choses à faire, et Charlotte l'a montré côté élevage. C'est vrai que là je parle beaucoup grande culture. Les scientifiques nous disent qu'on doit aussi y aller. Alors, on peut le faire, mais alors comment le faire? Il faudrait réfléchir à ce pas d'après. Alors comment amorcer ce pas d'après, ce pas après le plan protéines? Je pense que dans tout ce qui a été évoqué précédemment, hein, que ce soit sur l'élevage ou le côté grande culture, on a vu que les conditions de marché étaient au cœur de l'affaire. Il y a des questions techniques qui ont été très très bien abordées, je ne vais pas revenir dessus, mais on a des questions de conditions de marché. Les conditions de marché, elles se situent à 3 niveaux différents. Il y a le marché final, si j'ose dire, du consommateur. Qu'est-ce que le consommateur il a envie de manger? On a parlé des protéines végétales qu'il met dans son assiette, les lentilles, les pois, etc. C'est très important nutritionnellement. C'est pas ça qui fera les grosses surfaces, malheureusement. Et puis en plus, aujourd'hui, on les importe massivement, ces lentilles et ces pois chiches. Donc ça, c'est un premier enjeu. Comment on passe de 6 grammes par jour à 20 grammes par jour dans l'assiette? Les filières animales, si demain elles utilisent massivement de la protéine végétale tracée France, avec les procédés qu'ont évoqué Gilles et David, il y aura au moins dans un premier temps un surcoût. Comment on compense ce surcoût? Comment on accompagne les élevages dans les transitions qu'ont évoquées Anne-Charlotte? Et qu'est-ce que ça fait pour le consommateur à la fin? Donc ça, c'est la première condition de marché. Comment on accompagne les pratiques de consommation? Il y a un nouvel équilibre à trouver. Donc ouais, première condition de marché, c'est côté consommateur. Mais il y a 2 autres équilibres de marché. Puis il y a même celui qu'évoquait David aussi, hein, qui est du côté du producteur. Comment, avec une culture qui est 2 à 5 fois moins rentable que les autres, je la fais quand même. Il y a 2 autres enjeux de marché. Il y a une condition de marché qui est au niveau du marché intérieur, du marché commun.
Comment on fait pour avoir un marché commun qui reste commun? C'est pas tout à fait la direction qu'on prend. Et là, il y a des enjeux politiques. Et pour moi, l'interprofession, elle a un rôle à jouer pour faire en sorte qu'on obtienne les arbitrages dont on a besoin pour que, y compris sur les protéines végétales, sur le marché commun, on y arrive. Et puis, il y a le marché grand export et donc grand apport. On parle beaucoup de mesures miroirs. Je pense que Julien Normandie y reviendra en fin de journée. Côté Hydri, nous, on a l'impression que les clauses miroirs, c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. C'est une bonne idée parce qu'on voit mal, malgré toutes les innovations techniques qu'on peut imaginer, on voit mal comment on pourrait, au moins dans les, on va dire, dans les 5 ans qui viennent, résister à la pression concurrentielle tant qu'on n'a pas donné les moyens à la filière de se développer. Et donc, il y a un temps au moins de protection de marché qui est nécessaire. Les mesures miroirs, ça pourrait le permettre. Sauf que, donc c'est une bonne idée, mais c'est aussi une idée qui paraît compliquée parce que sa mise en œuvre concrète, elle est vraiment complexe. Comment est-ce que, déjà on va l'imposer aux Brésiliens, ça c'est une première question, mais même si jamais on arrivait à l'imposer aux Brésiliens, qui va être chargé de suivre les modalités concrètes de mise en culture du soja, que c'est un soja OGM ou pas OGM, etc. Et juste une petite anecdote là-dessus, un grand opérateur de l'agro-industrie qui a besoin d'avoir du soja non OGM dans ses élevages aux États-Unis m'a raconté récemment que quand il a demandé à un grand opérateur du trading de lui faire de la ségrégation, le mec lui a dit « pas possible. Si tu payes les souffleurs et les silos, je le fais. Mais sinon, je ne le fais pas. J'ai d'autres gens qui veulent mon soja non trié, non ségrégué, tu te débrouilles. » Oui. Donc, David Gouache, qu'est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse sur les mesures miroirs? En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une histoire sur la mise en œuvre que j'aime bien raconter à titre d'anecdote sur la réalité de la situation qu'on vit aujourd'hui. Il est déjà censé quand même y avoir un minimum d'accord et sur un certain nombre d'aspects, globalement sur l'aspect sanitaire. Sur l'aspect sanitaire en général, sur les protectionnismes, ça on a le droit. C'est un peu l'argument massu, c'est la santé des gens et tout ça. La base de la base de la réglementation mondiale sur les limites maximales de résidus de pesticides autorisés, quand il n'y a pas de réglementation au niveau de certains marchés communs, etc., c'est le Codex Alimentarius qui s'applique. C'est un grand machin international sous égide de l'ONU. Et en fait, ce qui est amusant, c'est de temps en temps prendre une matière active et de regarder comment elle évolue. Notamment les herbicides qui sont utilisés sur les sojas OGM. Donc tout le monde sait, le soja OGM, ça a commencé résistant au Roundup. Bon, ça marche pendant quelques années. Puis comme nos amis outre-Atlantique qui produisent comme ça ont tendance quand même à peut-être les surutiliser, du coup, au bout d'un moment, il y a des adventices résistantes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hop, on rentre une deuxième résistance à un autre herbicide dans le soja. Ah, mais mince, les limites maximales de résidus autorisées pour l'import de ces graines, elles sont hyper basses et il y a des gros risques que ça passe pas. Bizarrement, à chaque fois, et je vous jure, il y a au moins 3 matières actives successives de développement de traits OGM en soja outre-Atlantique. Comme par hasard, le moment où les variétés sortent outre-Atlantique, relèvement, mais fois 10, fois 20 parfois, du taux de résidus maximum autorisé. Donc, comme quoi, effectivement, sur le plan des négociations de ces affaires-là, il va falloir de la poigne. Alors, Pierre-Marie Aubert, du coup, peut-être le pendant, ou en tout cas une autre alternative à ces mesures de miroir, c'est une réglementation douanière. Oui, alors, c'est pas plus facile à imposer à nos amis d'outre-Atlantique, si je reprends l'expression de David, mais par contre, c'est vachement plus facile à suivre. Et donc, on a des quotas sur un certain nombre de productions agricoles, notamment sur la viande bovine, et leur relèvement pose d'ailleurs problème, on pourrait en parler longuement. Moi, je me pose la question, mais pourquoi on ne pourrait pas se dire, on a besoin de produire des légumineuses en Europe pour des raisons de lutte contre le changement climatique? C'est plaidable devant un tribunal à l'OMC de dire, du coup, on met un quota sur ce qu'on importe de légumineuses. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on réfléchit aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est faisable, on n'a pas creusé, et on est en train de s'y attaquer. Mais j'aimerais beaucoup avoir un peu le sentiment de la salle et de mes collègues autour de ça sur cette question-là. Alors, justement, tout à l'heure, vous avez parlé de nouvel équilibre des marchés qui était nécessaire. Gilles Robillard, qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel équilibre des marchés au bénéfice des filières végétales? Alors, qu'est-ce que ça implique?
cet équilibre des marchés, quand on parlait de déséquilibre, quelque part, on va avoir une montée en gamme. Quand on va comparer du soja importé, je pense que David le parlait avec les limites maximales de résidus. Du produit fini. Du produit fini, quand on va le comparer avec nos contraintes, avec nos méthodes de production qu'on peut avoir en France, on n'est pas du tout sur la même typologie. Aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont demandeurs de filières tracées, non OGM, sans résidus, et voilà, on pourrait en passer longuement. Ça demande, pour que nos producteurs puissent produire ces plantes-là, ça demande un prix rémunérateur. On a bien conscience que derrière, c'est un peu l'effet domino. Pour nos élevages, ça peut avoir des conséquences aussi derrière. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est une demande sociétale et du consommateur. Donc au final, ce n'est ni aux producteurs de protéines végétales, ni à l'éleveur de supporter ces surcoûts-là. Je pense qu'à un moment donné, il doit y avoir une répercussion qui se fasse sur le produit fini. Alors, cette répercussion, c'est sûr qu'il va y avoir un trou d'air entre ce que l'agriculteur producteur souhaite et l'éleveur souhaite. Donc on doit avoir dans un premier temps un accompagnement financier sur cette transition-là, mais n'oublions pas qu'au final, si on veut qu'une filière soit viable, qu'elle soit animale, tracée ou qu'elle soit végétale, c'est la filière en elle-même qui doit s'autosuffire. Elle ne doit pas être subventionnée. Anne-Charlotte Decques, que pensez-vous de ce nouvel équilibre des marchés à trouver pour l'élevage ? Comment dire, c'est évidemment un enjeu absolument fondamental de trouver ce nouvel équilibre des marchés. C'est-à-dire que ce dont on parle, c'est effectivement, comme on vient de le dire, c'est de réussir à monter en gamme dans nos filières, à bien prendre en compte l'ensemble des enjeux sociétaux, environnementaux, qui sont absolument fondamentaux pour le collectif, et réussir cette montée en gamme en ayant des frontières perméables et ouvertes à des produits qui n'ont pas les mêmes exigences, c'est quasiment impossible. Ensuite, quelle est la meilleure façon de réussir à protéger nos frontières ? J'avoue que je ne suis pas compétente pour dire si on va plutôt réussir à mettre en œuvre des clauses miroirs, des contingentements, les deux, mais ça fait partie des pistes à creuser et qui sont indispensable. Parce que même si, ça c'est quand même important à avoir en tête, même s'il y a une attente sociétale qui est claire, qui est forte, qui est exprimée pour cette montée en gamme, ça n'est pas facile pour nos concitoyens de la transférer automatiquement en acte d'achat de produits haut de gamme. C'est pas facile, notamment pour des raisons évidemment de moyens et de budget, mais aussi parce que quand on a une offre avec des produits pour lesquels ça ne se voit pas tant que ça, qui sont bas de gamme ou qui sont haut de gamme ou qui répondent ou pas à telle ou telle attente sociétale, le choix n'est pas facile. Surtout quand on a des promos, des produits pas chers du tout. Donc, réussir ce passage, ça veut dire à la fois accompagner les consommateurs, accompagner les producteurs et protéger aussi. Adapter l'offre et protéger nos frontières. C'est vrai que si on ne tient pas, c'est facile à dire et c'est extrêmement difficile à faire, mais si on ne tient pas tous les bouts, ça va être difficile de parvenir à cet objectif de souveraineté protéique. Alors Pierre-Marie Aubert, ce nouvel équilibre des marchés, vous y croyez ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de conditions qui doivent être réunies. Moi j'y crois, il y a beaucoup de choses qui bougent. Les Néerlandais, qui est un grand pays commerçant, récemment a fait des avancées, en tout cas dans son débat politique, alors que c'était des choses qui étaient inimaginables d'avoir à l'agenda, sur le refus du Mercosur ou même du CETA, en tout cas dans la rue. Et aujourd'hui, au niveau du gouvernement néerlandais, il y a des vraies réflexions dans ce sens-là, en soutien aux positions exprimées par la France. Donc moi j'y crois. Je pense qu'il ne faut pas relâcher les efforts. Ce n'est pas une logique de protectionnisme de mercantilisme, on va dire de base. C'est vraiment une logique on a besoin de produire ces productions-là pour atteindre des nouveaux équilibres environnementaux. Et les équipes de marché, il faut qu'ils suivent, et pas l'inverse, quoi. Voilà. Parfait, merci. Alors Gilles Robillard, pour conclure, est-ce qu'on peut relever ces défis ? Alors, oui, on peut les relever. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ça ? On est là pour ça. Alors, les enjeux sont... Enfin, si on rappelle, les enjeux de son plan sont quand même
fort, plus 40% de légumineuses en 3 ans, on les double à horizon 2030, on maintient nos oléagineux à 2 millions d'hectares. Donc oui, là je crois que sur les enjeux, on les a. C'est maintenant, comment on arrive à relever ces défis-là. Et je crois que ça a été dit un peu autour de la table, des 2 tables cet après-midi, c'est que finalement, on a la capacité de faire, on a des enjeux à relever, on a un investissement, un premier soutien de l'État, je dirais, qui est quand même significatif, hein, même plus de 100 millions d'euros qui ont été mis sur la table, de l'amont à l'aval. Je pense que ça, c'est inédit et c'est déjà un marqueur fort. Par contre, je crois qu'on s'accorde tous à dire aujourd'hui que ce soit pour les filières d'élevage, pour les filières de producteurs d'oléoprotéagineux, mais aussi quelque part pour nos transitions agroécologiques et nos enjeux environnementaux et climatiques, ce plan-là, il faudra le pérenniser. Enfin, on a quelque part, on a une amorce. On sait qu'une transition dans les exploitations, dans les élevages, dans nos modèles agricoles ne se fait pas sous 24 ou 36 mois. Ça, on sait que c'est inconcevable. David le disait en introduction, on demandait un plan à minimum 5 ans, et on sait que de toute façon, pour avoir une transition qui puisse se mettre en œuvre et qui puisse vraiment se pérenniser, on a besoin de ça. Mais à côté de ça, on a besoin aussi, ça je dirais c'est pour la filière développement de côté légumineuse, mais on a aussi le deuxième volet qui lui va être vraiment sur l'enjeu de conserver nos 2 millions d'hectares d'oléagineux. Et n'oublions pas qu'en France, à l'heure actuelle, c'est notre première source de protéines de masse, au moins pour les élevages. Et on a besoin de conserver ça. Et quand on voit là, alors je vais faire un peu de syndicalisme, mais quand on voit nos annonces récentes qu'on a eues, alors que ce soit sur le plan pollinisateur, que ce soit sur le phosmètre, enfin, ce matin on a eu un débat également sur les semences, enfin, l'enjeu génétique, et ça a été rappelé, aujourd'hui on doit mettre tous les atouts, enfin je dirais on doit mettre tout de notre côté. On ne doit pas se dire on va mettre, alors c'est bien, on a eu 100 millions, c'est bien, mais on doit vraiment mettre tous les leviers de notre côté, mettre tout bout à bout pour arriver à répondre à ces enjeux-là. C'est pas infaisable, on peut y arriver. C'est possible, oui. C'est possible. Les agriculteurs sont prêts, les agriculteurs ont compris l'enjeu. Je crois que les éleveurs, agriculteurs, éleveurs ont compris les enjeux, les filières sont en train de se créer, mais si demain on veut pouvoir arriver à concrétiser, à pérenniser cette action-là, ce plan-là, cette souveraineté protéique, il faudra l'accompagner dans le temps. Pas sur 20 ans, c'est clair, mais si on veut la pérenniser, et à elle seule, elle pourra se suffire, mais dès lors qu'on aura atteint, comme le disait David en introduction, une taille, alors pas critique, mais vraiment une taille qui lui permette de se suffire à elle-même. Parfait, merci. David Gouache, vous êtes d'accord avec ça aussi ? Oui, et puis du coup, c'est là où c'est, enfin je ne sais pas si c'est marrant, mais à une époque où on parle tellement, alors bon, ça a été un peu différent avec France Relance, où d'un seul coup il y a eu de l'argent partout, on n'a toujours pas très bien compris d'où il est sorti, mais à une époque on disait quand même que c'est compliqué de trouver de l'argent, de trouver des moyens, l'État n'a plus de moyens, etc. Là, dans le cas de ce dont on parle, ce qui est quand même frappant, c'est là, 100 millions d'euros sur 2 ans, 2-3 décisions réglementaires qui ne coûtent rien, elles peuvent tout foutre par terre ou au contraire nous donner les conditions de franchir le cap. Donc là, il y a une question de cohérence dans l'action publique. Donc nous, à l'Institut, et on y était pas plus tard qu'hier sur les sujets des variétés tolérantes aux herbicides et de certaines décisions européennes et nationales, on a parfois face à nous une forme de schizophrénie de l'État entre la politique et les moyens qu'il a. Honnêtement, c'est intéressant, c'est peut-être que le début, mais c'est quand même super bien. Et de l'autre côté, franchement, des trucs, c'est 3 phrases sur un texte. Alors, il se trouve que le texte, c'est un texte de loi, mais je veux dire, c'est 3 phrases, ça coûte quand même pas grand-chose d'en changer quelques mots, qui peuvent tout mettre en cohérence ou en incohérence, et ça, c'est la partie du plan pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas complètement transformé l'essai. Et je sais que le propos de la journée, notamment, c'est que les élus interpellent le ministre là-dessus, mais on voit bien que cet enjeu-là, il est tout sauf négligeable. Merci beaucoup. Écoutez, merci à tous.
Est-ce qu'on a quelques minutes pour quelques questions? J'arrive avec mon micro. Bonjour, merci. Donc, Julie Rio pour l'association Lego. Ma question va s'adresser à la personne de l'IDRI. J'aurais aimé savoir, dans vos projections de surface concernant le soja à destination du food, est-ce que vous avez intégré le fait qu'aujourd'hui, l'absence de soja dans des produits alimentaires est un argument marketing de certains acteurs du marché? Alors, si la personne qui est derrière l'ordinateur peut remettre la diapo sur laquelle il y a les graphiques en question, celle d'avant encore. Ouais. En fait, dans les projections sur l'alimentation, là, j'ai pas fait le départ, mais dans la partie jaune, donc l'alimentation humaine, on voit effectivement que pour le soja, à 2030, on a une augmentation assez importante. Et en fait, on fait le départ entre deux types d'utilisation des protéines en alimentation humaine. Il y a la partie protéines ingrédients et la partie protéines, on va dire, non, peu transformées, type tofu, etc. Et sur le soja, en fait, les hypothèses qu'on fait, mais tout ça, c'est des hypothèses qu'on a fait un peu en discutant avec les acteurs des filières, etc. Tout ça, c'est rediscutable. L'enjeu, en fait, donc, on a effectivement plutôt 1000 paquets sur la protéine peu transformée, contrairement au poids, où là, la protéine ingrédient a plus d'importance aussi du fait de ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie. Et si on peut mettre juste la diapo d'après, en fait, ça a des implications fortes sur les volants d'investissement qui sont en jeu, puisqu'en fait, faire de la protéine ingrédient à partir de la protéine végétale, ça coûte assez cher, en fait. Il faut fractionner, et donc on voit les intensités en capital en millions d'hectares par kilotonne, là, en millions d'euros par kilotonne. Donc le fractionnement, ça coûte 3 millions d'euros pour 1000 tonnes. Faire du food ingrédient, transformer du soja en tofu, ça coûte pas très cher. Donc en fait, si on veut plus de food ingrédients, il faut aussi plus d'investissement. Et j'en profite juste, puisqu'on a la diapo sous les yeux, pour dire que nous, en accord avec les collègues de Terre Univia, de Étienne Pilorget et d'autres avec qui on a travaillé ça, en prenant que les investissements en jeu dans la partie infrastructure matérielle, sans même compter la R&D, sans même compter tous les coûts de coordination qui sont pourtant fondamentaux, qu'on voyait dans le graphique tout à l'heure, 50 millions de coordination de filières, en fait on arrive... Pour arriver au volume envisagé dans le plan de relance à 2030, on arrive à un besoin d'1 milliard d'euros sur la table de hard, de camions, de silos, d'usines de tritus, etc. Donc 100 millions, c'est très bien, mais en fait, on voit bien que l'échelle à laquelle on se situe, elle n'est pas là. Donc la question, c'est comment aussi on fait levier sur l'investissement privé avec cet investissement public. Mais voilà. Alors, je vais prendre juste une dernière question, parce que je crois qu'il y a le colloque qui va bientôt commencer, la plénière. Une petite dernière. Petite dernière. Bonjour, Denis Philippon, donc agriculteur dans l'Indre. Donc moi aujourd'hui je suis un gros producteur de protéagineux, parce que ça représente 40% de ma sole. Oui, mais il y a un mot que je ne vous ai pas entendu prononcer une seule fois, c'est rentabilité pour l'agriculture. Parce que la rentabilité, elle n'est pas forcément là avec les protéagineux. Donc ça, aujourd'hui, c'est le gros frein, parce que quand j'entendais parler de freins sociologiques, tout ça, moi, je n'ai pas de frein par rapport à ça aujourd'hui, mais le problème, c'est que je ne suis pas rentable. Alors j'en fais par conviction, parce que puis j'ai besoin de soja parce que je fais de l'élevage de volailles également. Et l'autre truc, par exemple, vous parliez également de schizophrénie de l'État. Moi, dans l'Indre, on fait la lentille verte du Berry. Aujourd'hui, cette année, la lentille verte du Berry, c'est 70% de déchets dus à la bruche. Parce qu'il y a une matière active, insecticide, qui a été interdite. Donc voilà, non mais c'est... Alors je sais pas, voilà, on met un plan de relance en place, mais on bloque derrière. Donc j'ai des petites appréhensions par rapport au plan de relance, j'ai peur qu'il fasse flop comme les autres plans de relance précédents, quoi. Parce que s'il n'y a pas de rentabilité derrière, si on n'en fait pas, on n'arrivera pas derrière à relancer toute la filière. Moi, c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui pour l'avenir. Je vous remercie. Alors, si je peux répondre, je crois que David l'avait pourtant bien appuyé Juste la partie. Pour moi, quand je dis équilibre de marché, je dis rentabilité pour l'agriculteur. C'est ça ce que je veux dire. Désolé de ne pas avoir été assez clair. Et je crois qu'on l'a eu quand même un petit peu en filigrane de toute cette après-midi, de toute cette...
Oui, alors excusez-nous, parce que franchement, s'il y a bien... Si, non, mais on parle de rentabilité, on n'a pas de souci, et je crois qu'à l'Institut, c'est vraiment l'une des bagarres sur nos cultures. Et en effet, enfin, je crois que ça a été vraiment précisé que voilà, la rentabilité des protéagineux n'est pas au rendez-vous tous les ans, ça c'est clair. Enfin, on le sait à bien des égards, et que ce soit au niveau des ravageurs ou certaines maladies ou certaines autres problématiques qui sont des fois même climatiques. On sait qu'on a un souci de pérennité aussi à ce niveau-là. Alors, la Bruche de la lentille, c'est l'exemple frappant des incohérences de l'État aujourd'hui. Enfin, je dirais quelque part, c'est une de plus. On a une filière lentille qui fonctionne à merveille en France, avec une IGP et autres. Non, on ne peut pas la produire. On va importer de la lentille parce qu'on n'aura pas assez de lentilles en France. Et on pourrait des exemples comme ça, on peut en citer, mais voilà, enfin, on parlait du Fosmet, des VTH et autres, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et vous avez raison sur cette crainte de non-atteinte des objectifs du plan de relance, c'est parce que derrière, et je crois que David l'a bien souligné, hein, c'est que finalement, on peut mettre toutes les volontés du monde à développer nos légumineuses. En 3 phrases derrière, on peut désailler 300 000 hectares de colza. Point. Si je peux juste sur le dernier cas qui est cité, là, au travers de la lentille, ça permet d'illustrer aussi un genre de travaux dont je n'ai pas parlé, qu'on a lancé dans le cadre de ce programme. Mais on a beau vous refuser 70% de production là, sur ce territoire-là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vous le refuse en totale intransparence. Et ça, c'est notre responsabilité collective dans les filières. C'est-à-dire que sur la bruche, il n'y a pas de méthode normalisée, partagée pour gérer les relations, et il n'y a pas d'observatoire. Donc, vous, on vous a dit ça, mais vous êtes obligé de croire les gens sur parole. On s'est bataillé il y a 2-3 ans, on n'avait pas réussi à faire passer ça pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Dans le cadre de Cap Protéines, on a profité de l'investissement de l'État pour mettre en place des études, pour mettre en place une méthodologie pour être capable d'évaluer le taux de bruché d'une manière qui soit standardisable, opposable, etc. Et pour mettre en place un premier observatoire. Parce que, en passant, quand on parle de prise de responsabilité en filière là-dessus, parfois, ce genre de manque de transparence, les économistes appelleraient ça de l'asymétrie d'information, c'est aussi des petits trucs qui permettent à certains de se positionner pour justifier des prix bas ou de l'importation. Donc c'est là où, en tout cas, nous, en tant qu'institut, par un apport technique, on va essayer de mettre des conditions de marché, hein, ce que dit Pierre-Marie, qui permettent derrière, pas de tout solutionner, mais d'éviter qu'on prenne parfois le prétexte de la technique pour exagérer des problèmes économiques. Donc, mais ça n'empêche qu'il y a une pression de ce ravageur et que le fond du problème, c'est qu'il nous manque 1 ou 2 outils pour le gérer. Ça, on est d'accord. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.